Bonjour à tous, je suis Stéphanie, astrologue et astropsychologue. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Va voir ton astrologue. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant, celui de la part de fortune. Ce concept ancien, issu de l'astrologie helléniste, constitue un véritable trésor de sagesse millénaire. Au fil de cette exploration, nous découvrirons comment la part de fortune demeure la seule survivante de l'astrologie moderne parmi les 97 parts initialement élaborées. En remontant le fil du temps, nous nous imprégnerons de la philosophie hermétique qui sous-tend cette discipline afin de découvrir, même de redécouvrir l'essence profonde d'un art astrologique presque oublié. Nous lèverons progressivement le voile vers le mystère entourant cette part de fortune, cherchant à comprendre son symbolisme et son rôle dans nos vies. Alors malgré son ancienneté, la part de fortune continue de susciter l'espoir d'une destinée providentielle, mais ne vous y fiez pas car la vérité n'est pas toujours dans ce que l'on croit. Alors c'est parti, suivez-moi pour trouver la clé de votre propre part de fortune. Pour un petit moment d'histoire, je vous emmène découvrir comment les parts sont finalement tombées dans l'oubli. Selon le livre d'Albumazar, qui est un astrologue persan du 9e siècle, et le tétrabiblos de Ptolémée, les parts arabes trouveraient leur origine dans l'Égypte ancienne et à l'époque des Chaldéens. Alors il faut savoir que ces techniques ont été développées et utilisées pour la prédiction, et c'est ce qui va finalement poser un problème au moment de la chute de l'Empire romain, donc vers le 4e siècle, ainsi que l'ascension du christianisme où la perception de l'astrologie va radicalement changer en Occident puisqu'elle devient une science profane. Il n'est pas convenable pour l'Église que les astrologues prétendent connaître l'avenir puisque c'est un domaine qui est réservé à Dieu. Les astrologues vont être obligés de fuir l'Empire romain pour s'installer en Perse et ils vont trouver refuge sous l'Empire sassanide qui va leur procurer un environnement fertile pour poursuivre leurs études et même enrichir leur art avec des connaissances grecques et indiennes. Au 7e siècle, après la conquête musulmane, les Arabes héritent de ces savoirs et sous le règne des califes abbassides jusqu'à 1258, la tradition des œuvres grecques et perses est encouragée, ce qui va permettre d'enrichir encore plus l'astrologie avec de nouvelles contributions. Et ces efforts facilitent les échanges de connaissances entre l'Espagne et l'Inde, permettant ainsi la transmission, mais aussi l'enrichissement continu des savoirs astrologiques. Des figures célèbres comme Al-Kindi, qui est un philosophe et scientifique du 9e siècle, ainsi que Al-Biruni, qui lui est un érudit et polymathe persan du même temps, vont jouer un rôle dans le développement de l'astrologie puisqu'ils vont combiner la métaphysique avec l'astrologie, en plus de fusionner les traditions grecques, indiennes, persanes et arabes. Ces savants ont exploré les domaines aussi variés que la cosmologie, la médecine et les sciences occultes, convaincus de l'interconnexion de l'univers et de l'impact des phénomènes célestes sur la vie terrestre. Et c'est finalement par leurs efforts que l'astrologie hellénistique a été profondément influencée et enrichie. Mais au XIIe siècle, les choses continuent de se développer et prennent un autre tournant puisque l'astrologie arabe se développe en Europe grâce aux traductions d'ailleurs d'Albumazar. Et ce développement va se poursuivre au XIIIe siècle, notamment avec Guido Bonatti qui est un astrologue italien et qui va éditer un livre qui s'appelle Liber Astronomia ou livre d'astronomie qui va synthétiser les connaissances astrologiques de son époque pour les rendre accessibles à l'Europe. Puis on arrive au XVIe siècle, là c'est John Dee qui est un mathématicien, astrologue et conseiller de la reine Elisabeth I et il va s'inspirer largement du travail de Guido Bonatti et Dee va intégrer les parts arabes dans les analyses astrologiques qu'il va faire pour la cour, les combinant à la magie et à d'autres sciences, contribuant ainsi à diffuser l'astrologie en Angleterre. Du côté allemand, Johann Schoner, mathématicien et astrologue, étudie également les parts arabes et les œuvres de Bonatti dont il va incorporer les idées dans ses travaux sur les globes célestes et terrestres et ça aussi, ça va permettre de diffuser le concept des parts en Allemagne et au travers de l'Europe.
Mais les choses vont commencer à prendre une autre tournure, puisqu'après le Moyen-Âge, l'astrologie occidentale commence à connaître un déclin. Les critiques de Pico della Mirandola, un philosophe de la Renaissance, marquent un tournant décisif dans cette histoire, puisque lors de la parution de son ouvrage Disputationes Advertitius Astrologiam Divinatricem de 1496, Pico attaque directement les écrits de Bonatti, arguant que l'astrologie est en complète contradiction avec la liberté humaine et la providence divine. Et ces critiques, couplées à l'émergence de la science moderne et à un changement de paradigme scientifique, vont commencer à vraiment discréditer l'astrologie en Europe. C'est ainsi que l'astrologie, en tant que discipline respectée, avec la science moderne qui commence à éclipser les anciennes croyances, va tomber petit à petit dans le déclin. En particulier, le développement des mathématiques mécaniques et l'influence croissante des humanistes jouent un rôle clé dans ce changement de perspective. Quoi qu'il en soit, les arabes s'appuient sur la croyance en la nature symbolique des nombres. C'est une idée qui résonne encore aujourd'hui dans des théories modernes, par exemple avec Mark Stegmark, un physicien renommé qui va explorer dans sa théorie du multivers mathématique l'idée que l'univers et tout ce qu'il contient peuvent être décrits par des structures mathématiques. Cette vision est partagée par Roger Penrose, dont les travaux sur la cosmologie et la physique quantique soulignent que la réalité mathématique est intrinsèque à l'univers. Mais nous avons aussi Eugène Wigner, qui a également marqué les esprits en parlant de l'efficacité déraisonnable des mathématiques dans la compréhension des sciences naturelles, ou encore Stefan Wolfram, qui dans son livre New Kind of Science propose que l'univers pourrait être modélisé par des règles computationnelles simples, dévoilant ainsi sa complexité intrinsèque. Avec tout ça, vous devez dire, mais elle s'éloigne du sujet, mais non, pas du tout. Il est important de souligner que les parts arabes sont ancrées dans une ancienne philosophie basée sur des croyances ésotériques, et c'est cette philosophie qui nourrit l'astrologie hellénistique et donne vie par conséquent aux parts arabes. Mais vous allez voir que cette vision antique de l'univers anticipe étonnamment certains concepts de la science moderne, comme exposés à travers les théories des scientifiques contemporains. Et c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pour comprendre la philosophie des parts arabes, il faut revenir à la source, à la naissance de toutes les sciences lorsqu'elles formaient une seule matière. Elle est le fruit d'une fusion entre les traditions astrologiques babyloniennes, les connaissances égyptiennes et les influences grecques de la période ptolémaïque au IIe siècle. On l'attribue généralement à Hermès Trismégiste, une figure syncrétique résultant de la fusion des attributs du dieu égyptien Thoth, dieu de la sagesse et de l'écriture, et du dieu grec Hermès, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Cette doctrine repose sur des principes de correspondance, de vibration et d'unité cosmique, affirmant l'existence d'une relation entre le macrocosme et le microcosme. Le macrocosme représente l'univers dans son ensemble, tandis que le microcosme désigne l'individu, un reflet miniature de l'univers. Cela souligne notre interconnexion avec le cosmos, suggérant que les lois régissant le mouvement des planètes dans le ciel s'appliquent également à la vie humaine. Au cœur de cette vision se trouve la monade. C'est un principe d'unité d'où tout émerge et auquel tout retourne, illustrant ainsi la notion que chaque partie du cosmos, y compris chaque part arabe, est un reflet de cette unité totale. Et ça, c'est vraiment ce qui est au cœur de la philosophie des parts arabes. Je vais essayer un petit peu de clarifier les choses parce que c'est pas simple à comprendre finalement. Donc, les astrologues hellénistiques considéraient que chaque planète dans le ciel était une sorte d'incarnation de principes universels tels que l'ordre, l'harmonie et le changement. Et ces principes fondamentaux à l'existence même de l'univers se manifestent à travers les caractéristiques et le comportement des planètes. Alors, par exemple, on prend Mars, qui est souvent associé à l'énergie et au conflit. Ça reflète pour eux le principe universel du dynamisme et de la confrontation. Alors, ces planètes ne fonctionnent pas isolément, mais interagissent comme des espèces de catalyseurs qui vont influencer les événements et les expériences humaines
en accord avec leur nature propre, en fait, leur essence. Et la manière dont ces influences se manifestent dépend du signe du zodiaque où se trouve la planète et de leur aspect avec les autres planètes, de leur position par rapport à l'horizon, etc. Donc ces interactions sont des reflets microcosmiques du macrocosme, le grand univers, illustrant comment les lois cosmiques régissent également les dynamiques de la vie quotidienne. J'espère que c'est clair. Donc en étudiant ces interactions, les astrologues cherchent à comprendre les caractéristiques des signes zodiacaux, leurs éléments, leurs modalités et les relations entre les planètes, et cela les aide à interpréter comment ces forces cosmiques façonnent les expériences humaines, mettant en lumière un petit peu le lien entre l'univers et l'individu. Donc aujourd'hui, vous voyez bien que l'astrologie se base principalement sur le mouvement des planètes pour expliquer leur influence, plutôt que sur le concept de macrocosme-microcosme, c'est-à-dire sur ce lien qu'il existe entre ce qui se passe en haut, donc dans l'univers, ça serait exactement pareil que ce qui se passe en bas, c'est-à-dire sur la Terre, donc c'est un effet de miroir. D'ailleurs, petite clarification à vous apporter concernant l'exaltation d'une planète qu'on utilise encore en astrologie moderne. Donc Robert Zoller, qui est un astrologue du XXe siècle, dans son ouvrage sur les parts arabes, nous rappelle un petit peu l'origine du concept d'exaltation, symbolisé par le processus de raffinement alchimique pour atteindre une sorte de sublimation énergétique des qualités planétaires. Alors concrètement, par exemple, si on prend Mars en Capricorne, dans son état d'exaltation, cela indiquerait que la personne exprime son côté martien de manière moins directe et agressive, donc d'une manière sublimée. Je trouvais que c'était une information pertinente et éclairante. Maintenant, on ferme la parenthèse. Donc vous avez compris la philosophie des parts arabes. Donc on peut s'interroger sur ce qu'elles représentent réellement, ces parts, et quelle valeur doit-on leur attribuer. Les parts arabes sont dérivées des relations entre les planètes, comme on l'a vu, considérées comme des signifiants universels, c'est marrant, c'est un principe psychologique aussi, représentant symboliquement leur aspect matériel en astrologie. Comme ce sont des points fictifs, elles doivent impérativement être interprétées en interconnexion avec la symbolique planétaire pour qu'elles puissent réellement vibrer. Donc même si leur calcul émerge d'une dynamique énergétique liée à la position des points et des planètes natales, la valeur des parts, elle, réside dans leur capacité à enrichir notre compréhension des dynamiques sous-jacentes d'un thème natal. Donc elles attirent notre attention sur des aspects spécifiques de la vie ou du caractère d'une personne, et ça permet d'avoir des nuances supplémentaires qui peuvent être importantes dans l'interprétation. Et ce qui nous amène donc à parler du sujet quand même principal de cette vidéo, qui est la part de fortune, et on va rejoindre ce que disait Jean-Baptiste Morin, qui est un grand astrologue du cardinal de Richelieu, qui lui soulignait justement que la part de fortune ne tire pas son influence uniquement de sa simple existence en tant que point dans le thème natal, ni de son statut d'ailleurs de première partie du ciel. Non, son influence découle réellement de sa relation spécifique avec l'ascendant, qui résulte de sa position proportionnelle par rapport au soleil et à la lune. Donc il est vraiment important de ne pas réduire la part de fortune à une simple indication de richesse, sans tenir compte de sa position dans la maison astrologique, de son état et de la nature de sa gouvernance, parce que ça serait une approche finalement un peu simpliste des choses, qui réduirait énormément l'énergétique qu'elle porte en elle. Et c'était une partie bien complexe, j'espère que je vous ai pas trop perdu, et là j'aimerais bien avoir un retour de votre part pour savoir si mes explications étaient accessibles, pour que je puisse m'améliorer. En tous les cas, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, je réponds à tout le monde. Vous pouvez aussi me mettre juste un like si tout était clair, ça m'aidera beaucoup. Maintenant on passe au contexte et à la symbolique de la part de fortune, c'est tout de suite. Contrairement à ce que j'ai pu lire, la part de fortune n'est pas un logo ailé. Il est important de ne pas la confondre avec Tyché, qui est une figure mythologique associée à la fortune et qui est souvent dépeinte avec des ailes. Effectivement, à l'époque ptolémaïque et hellénistique, le glyphe de la part de fortune était le même que le nôtre. Il ressemble davantage à un symbole alchimique, et pour information, le thème natal était d'ailleurs tracé dans un carré plutôt que dans un cercle. Et je vous dis ça pourquoi ? Pour qu'il n'y ait pas de confusion
confusion au niveau du cercle de la part de fortune. Ça ne représente pas le zodiaque comme beaucoup le pensent, même si dans les deux cas, il incarne le principe de la totalité et de l'unité, symbolisant le cycle éternel de la vie et des expériences humaines, puisque nous sommes dans une forme de rond. Donc d'un point de vue spirituel, il représente le tout, l'infini, la création. Il évoque aussi l'idée que tout est interconnecté et que chaque élément du cosmos fait partie d'un tout plus vaste, et ce cercle renvoie également au cycle temporel reflétant les saisons, les phases lunaires et les mouvements planétaires. La croix à l'intérieur du cercle, que certains peuvent voir comme une division, représente, selon les idées hellénistiques, un principe vital en lien avec le psychisme. Donc les 4 cadrans symbolisent les 4 points cardinaux de l'horizon, mais aussi le choix des routes, et ce sont justement les possibilités de voie, le principe multidirectionnel. Et les lignes verticales et horizontales incarnent bien le lien entre le matériel et l'immatériel, le rationnel et l'irrationnel, le terrestre et le divin. Mais au-delà de ces idées, le glyphe, le symbole en totalité, renferme les principes fondamentaux du développement humain sur le chemin de la vie. Elle englobe la naissance, notre origine, ainsi que nos expériences et réalisations tout au long de notre vie. Et ces éléments constituent les bases essentielles des questions auxquelles l'humain est confronté pour se sentir en sécurité et évoluer harmonieusement. Donc les interrogations sur nos origines, nos acquis et notre évolution ne sont pas des concepts nouveaux, elles sont ancrées dans la nature même de notre existence et l'interconnexion entre notre environnement et nous-mêmes, entre l'univers et notre individualité en tant que partie intégrante de cet univers. Je vous laisse méditer à ce grand principe, ça fait une jolie transition pour passer à la psychologie. Dans le thème qui agit comme un point d'équilibre. C'est intéressant ça. Historiquement, la part de fortune a souvent été abordée sous un angle plus occulte, notamment dans le contexte de l'astrologie hellénistique et médiévale. Elle a été associée à la fortune et à la prospérité matérielle, reflétant ainsi un point de chance plutôt que de psychologie profonde. Pourtant, la part de fortune est calculée mathématiquement à partir des positions du soleil, de la lune et de l'ascendant. Donc, elle reflète bien un point où ces énergies peuvent harmonieusement coexister. On peut donc la voir comme un indicateur de potentiel pour l'harmonie et le bien-être, donc il est important de comprendre que ce point énergétique n'assure pas nécessairement la prospérité. C'est un point unique qui, lorsqu'il est bien compris, offre des indications précieuses sur la manière dont une personne peut exploiter ses énergies solilunaires pour atteindre un mieux-être selon son contexte astrologique personnel, bien sûr. Alors sur le plan individuel, elle illustre une intégration harmonieuse des énergies des deux luminaires et du point de naissance, ce qui peut être perçu comme un équilibre parfait des principes masculins et féminins, de la lumière consciente et de l'obscurité subconsciente, réunis dans un point symbolique. C'est ainsi un indicateur essentiel du potentiel énergétique d'une personne qui va un petit peu révéler des aspects clés de sa quête d'épanouissement, d'harmonie et d'accomplissement. C'est un petit peu le reflet des forces conscientes qui sont représentées par le soleil et des courants émotionnels inconscients symbolisés par la lune en relation étroite avec l'ascendant qui va lui refléter plutôt l'expression extérieure de la personnalité. Alors psychologiquement, ce point agit comme une sorte de passerelle entre ces différentes dimensions de l'esprit, unifiant les besoins conscients et inconscients, et c'est un lieu de convergence où l'individu peut mieux cerner ses désirs profonds et comprendre comment ses aspirations conscientes s'alignent avec ses émotions et instincts subconscients. Alors ça va permettre d'identifier surtout les domaines dans lesquels il peut trouver un équilibre et une harmonie authentique. La part de fortune sert donc un petit peu de guide pour trouver un chemin afin d'harmoniser les aspects visibles et cachés de la personnalité, et elle va aider à identifier ces énergies internes nécessaires à cet accomplissement personnel. Donc elle peut également indiquer des besoins essentiels de l'individu pour se sentir complet, comme la sécurité émotionnelle, la reconnaissance personnelle ou l'épanouissement professionnel. Ça dépend des personnes, et la position et les aspects
donc de la part de fortune, révèle ces domaines où ces besoins peuvent être satisfaits de manière naturelle et spontanée. Donc, elle représente une forme de réalisation intérieure. Trouver sa voie dans un domaine peut apporter un sentiment d'accomplissement et d'harmonie qui va au-delà de la simple quête de succès matériel. Elle aide l'individu à vraiment aligner ses actions avec ses valeurs et son sens profond, comme l'évoque d'ailleurs Jean-Baptiste Morin. De mon point de vue, la part de fortune répond vraiment aux questions fondamentales de notre existence dont je vous ai parlé dans la partie de la graphie symbolique, dont j'espère que vous avez suivi. L'ascendant, c'est d'où je viens, il représente notre incarnation et notre début dans ce monde. L'anima et l'animus, qui je suis, symbolisent les aspects de notre psyché qui façonnent notre identité intérieure. Et la part de fortune représente là vers où je vais. C'est le point de projection de votre réalisation dans le thème natal. Pas simple tout ça, mais c'était intéressant. Donc maintenant on est prêt pour passer sur le principe astrologique. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez bien tout écouté parce qu'on va retrouver tout ce dont j'ai parlé ici dans le principe astrologique. On y est, donc on y va. Comme nous l'avons abordé, la part de fortune tire sa puissance de la symbolique des nombres établis par la philosophie hermétique. Et contrairement à des concepts comme le destin et la fortune, qu'il aurait été cohérent d'ailleurs de lier avec la déesse Tyché, déesse de la mythologie grecque, la part de fortune indique plutôt un potentiel de réalisation personnelle et d'harmonie avec soi. Ce lien avec les luminaires et le principe de causalité entre l'univers et l'humanité qui est essentiel pour comprendre sa fonction qui dépasse la simple notion de richesse. Et c'est pour ça d'ailleurs que Morin nous dit de ne pas juste la réduire ou la symboliser avec seulement un point de prospérité matérielle, mais englober aussi des aspects plus profonds de la vie, touchant à la fois le corps et l'âme. Donc en psychologie, ça va se traduire par le fait qu'elle représente la réalisation de l'être, faisant d'elle un concept plus tangible et significatif. Au sein du thème, ça donne quoi ? La part de fortune va bien au-delà de la chance puisqu'elle incarne un cycle de réalisation personnelle où l'individu est amené à découvrir le bonheur et l'harmonie, souvent à travers des succès personnels plutôt que matériels. Donc son placement dans le thème révèle finalement des domaines de vie qui vont être plus propices à cette reconnaissance personnelle et à l'épanouissement spirituel. Alors Morin souligne l'importance de sa position relative aux autres planètes et maisons astrologiques, car elle va déterminer l'influence et l'interprétation qu'il faut en faire. Par exemple, si la part de fortune est dans la maison 2, donc associée aux biens matériels, c'est sûr qu'elle va représenter quelque chose de tout à fait différent que si elle est en maison 6, qui va toucher plus aux aspects pratiques de la vie. Pareil, regardez bien les aspects et les maîtrises des signes occupés par la part de fortune, parce que ça va vous offrir des éclairages supplémentaires sur son énergétique et son influence finalement dans le thème, dans son ensemble. Et ces éléments vont vous permettre de mieux comprendre la dynamique qui anime cette part de fortune et les moyens par lesquels elle peut contribuer à cette réalisation personnelle. Bon, là je vais aborder quelque chose qu'il va falloir vraiment ramener au principe hermétique. Donc il est essentiel de se rappeler que la part de fortune se comprend à travers la symbolique des nombres. Donc par exemple, si elle forme un aspect carré avec une planète significative dans votre thème, elle est influencée par la force symbolique du chiffre 4, puisque le carré, c'est le 4. Ce nombre représente le quaternaire et les principes fondamentaux chaud, froid, sec et humide qui convergent vers l'unité du 1 et assurent la continuité du 3 vers le 5. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ces aspects qui symbolisent la matérialité et les limites évoquent, puisque le carré est limité, évoquent le besoin d'une réorganisation ou d'un équilibrage. Comment il va se manifester ? Il se manifeste à travers des événements qui précèdent souvent un principe trinitaire évoluant
vers le 5, donc indiquant la nécessité de donner un sens à cet événement qui s'est produit. En d'autres termes, cette organisation reflète un changement concret qui prépare l'individu à une nouvelle forme de réalisation personnelle. Vous voyez un petit peu comment ça s'articule, hein, c'est vraiment très intéressant, très riche et surtout ça donne une profondeur, une dimension qu'on n'a pas forcément dans l'astrologie moderne. Et c'est en ça d'ailleurs que je vous disais la philosophie hermétique était très avant-gardiste car elle anticipe des principes très actuels tels que ceux du multivers ou de la physique quantique ou même de la modélisation des règles computationnelles parce qu'elle comprend et elle intègre la puissance mathématique dans une certaine logique d'interaction et de continuité temporelle. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'ensemble de ces éléments va s'inscrire dans un équilibre universel à la fois au niveau global et individuel en apportant un alignement entre l'astrologie et notre quête d'accomplissement. Et c'est ça finalement le lien entre le macrocosme et le microcosme. C'est franchement incroyable, enfin moi je trouve ça fascinant. Donc on va revenir au principe concret de la part de fortune. Un autre point important, ce sont les maîtrises du signe où se trouve la part de fortune. Si cette dernière est située dans un signe dont le maître occupe une position dominante ailleurs dans le thème astral, cela peut signifier que les énergies de ce signe sont essentielles pour comprendre où et comment l'individu trouvera son bonheur et son épanouissement, en tous les cas sa part de réalisation. Alors bien que la part de fortune soit souvent associée aux aspects positifs de la vie, j'aime autant dire que c'est bien, Morin rappelle que son interprétation peut varier en fonction du contexte global du thème astral, en particulier dans la RS, donc révolution solaire. Les aspects tendus qu'elle forme avec d'autres planètes peuvent signaler des défis à surmonter ou des leçons à apprendre dans les domaines que représente la part de fortune. Et c'est un petit peu ça dont je vous parlais par rapport au carré. Et ces interactions mettent en lumière les obstacles potentiels ou les difficultés qui, une fois maîtrisées, contribuent à cette croissance personnelle. Ainsi, elle n'est pas seulement un indicateur d'harmonie, mais vraiment un point révélateur du chemin à parcourir pour atteindre cette harmonie. On va terminer par le fait que la part de fortune doit être considérée comme une des clés dans l'analyse d'un thème astral, mais elle ne doit jamais être interprétée de manière isolée. Son rôle est plutôt d'enrichir l'analyse en apportant un éclairage supplémentaire sur les aspects du thème liés à la réalisation, au bonheur et à l'harmonie. En tenant compte de ces interactions avec d'autres points et planètes, elles offrent plutôt des indications vraiment précieuses sur des opportunités et les défis à surmonter pour atteindre une réalisation personnelle plus profonde dans sa vie. Et puis dernière petite chose concernant le calcul de la part de fortune pour les personnes nées la nuit. Alors de nos jours, on utilise généralement le calcul diurne, probablement aussi en référence aux écrits de Ptolémée qui utilisait juste le calcul diurne. Cependant, pour maintenir une cohérence astrologique qui se base sur les coordonnées précises de naissance, c'est-à-dire le lieu, le jour et l'heure, il est aussi pertinent de conserver cette approche symbolique jusqu'au bout et de respecter la distinction entre les calculs diurnes et nocturnes, préservant selon moi l'énergétique d'incarnation de la personne. Voilà, puis je trouve que c'est plus en adéquation avec les principes psychologiques aussi qui s'en dégagent. Et voilà qui clôture cette formidable aventure dans les méandres de notre lointain passé, de la richesse des nombres. J'espère que cela vous aura apporté un bel éclairage sur ce point énergétique qu'il est important de transmettre pour ne pas qu'il tombe dans l'oubli, bien sûr. Bravo à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter et à me poser vos questions d'éclaircissement, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse me mettre un like ou un dislike pour exprimer votre opinion, toujours en l'accompagnant d'un commentaire constructif et bienveillant, que je puisse évoluer, et de vous abonner à la chaîne ou à mon blog pour être tenu informé de mes dernières nouveautés. En attendant, n'oubliez pas que votre réalisation passe par votre épanouissement personnel et je vous dis à très vite sur Va voir ton astrologue.